Mes chers collègues, nous allons reprendre donc nos travaux. Je salue Madame Lemay. Par courrier en date donc du 7 avril, Madame la Première ministre a informé Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qu'il était envisagé de nommer donc Madame Sylvie Lemay aux fonctions de présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique, autrement dit Santé publique France. En application des dispositions de l'article L. 1451-1 du Code de la santé publique, il appartient à notre commission de vous entendre, chère madame, préalablement à votre nomination. Je précise que la durée de votre mandat sera de 4 ans, durée renouvelable une fois. Je rappelle également que nous avons entendu le 8 février madame Caroline Semaille, préalablement à son accession aux fonctions de directrice générale de Santé publique France. Chacun ici sait, et plus encore depuis l'épidémie de Covid, la position centrale qu'occupe l'agence au sein du système sanitaire de notre pays. Nous vous remercions par avance, chère madame, de la présentation que vous voudrez bien nous en faire et faire de votre parcours et de la manière dont vous abordez, bien sûr, ou vous allez aborder les fonctions qui vous seront donc prochainement confiées. Après votre intervention, je donnerai donc la parole pour 5 minutes au référent de notre commission pour Santé publique France, Cyril Isaac-Sibylle, puis pour 2 minutes aux orateurs des groupes et autres commissaires. Vous disposerez ensuite de tout le temps nécessaire pour pouvoir répondre à ces interventions. Eh bien, écoutez, ma chère madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Mesdames et Messieurs, Monsieur le référent, Mesdames les députés, Messieurs les députés. Ma candidature à la présidence du Conseil d'administration de Santé publique France, qui vous est proposée par le gouvernement, me vaut l'honneur d'être entendue aujourd'hui par votre commission et je vous remercie. C'est aussi un grand honneur pour moi de me voir proposer cette fonction auprès de l'une des plus grandes de nos agences sanitaires par son périmètre et l'étendue de ses missions. Je suis donc très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Votre commission a une bonne connaissance des missions et du rôle de Santé publique France et elle a produit de nombreux travaux sur le rôle des agences sanitaires, mais aussi sur les enjeux majeurs de santé publique. Dans l'écosystème des agences sanitaires, Santé publique France est la traduction d'une volonté née en 2016 de doter notre pays d'une agence de santé publique forte scientifiquement et incarnant un continuum de la connaissance à l'action et de la surveillance à la prévention. C'est une agence scientifique qui éclaire les décideurs, apporte son expertise, y compris à d'autres institutions, comme la Haute Autorité de Santé, le Conseil en santé publique, et contribue à soutenir le système de santé par la mobilisation de la réserve sanitaire et la gestion pour le compte de l'État des stocks stratégiques d'État via l'établissement pharmaceutique. Elle collabore étroitement avec d'autres opérateurs dans le domaine sanitaire, de l'environnement ou de la recherche. Enfin, Santé publique France s'appuie sur un réseau territorial, les CIR, hébergés dans les ARS, car la veille et la prévention à l'égard des populations doivent se faire avec les acteurs au plus près du terrain. Donc, le mandat de la présidente du conseil d'administration de Santé publique France, comme vous le savez, n'est pas une fonction exécutive. Celle-ci est exercée par sa directrice générale, Caroline Semaille, que vous avez eu l'occasion d'auditionner en février dernier à l'occasion de sa nomination. C'est sur la base de mon parcours et de mes diverses expériences dans le champ de la santé et de l'environnement, de ma pratique de l'interministériel et de ma connaissance budgétaire ainsi que des rouages de l'État que je suis aujourd'hui proposée pour assurer les fonctions de présidente du conseil d'administration de Santé publique France. Alors, qui suis-je ? J'ai eu l'honneur d'être nommée en 2021 ambassadrice de France déléguée à l'environnement. Issue de la Cour des comptes, j'ai débuté ma carrière dans le privé, mais très vite, mes aspirations m'ont portée vers des missions d'intérêt général et conduit à rejoindre le monde des ONG, tout d'abord en Thaïlande, sur le terrain, puis au sein de Médecins sans frontières. J'ai occupé pendant 4 ans le poste de directrice financière de l'organisation.
J'étais également membre du conseil d'administration de MSF Logistique, chargé de l'achat, du conditionnement, du stockage et de l'acheminement des produits médicaux et non médicaux sur le terrain. Je retiens de cette expérience, qui était fondatrice pour moi, l'importance de la coordination en temps de crise, le rôle absolument stratégique de la logistique et de la préparation, et l'importance aussi du retour d'expérience et de l'évaluation des actions en temps réel. Ayant compris les vertus, mais aussi touché les limites de l'action d'urgence, j'ai ensuite souhaité travailler dans le développement durable. Au sein de la Banque mondiale, j'ai occupé le poste de directrice de projet dans le domaine de l'environnement en Amérique latine et plus particulièrement au Mexique. Rentrée en France en 2001, j'ai rejoint la Cour des comptes à la 7e chambre, toujours chargée de l'environnement, qui était mon fil conducteur à partir de ce moment-là, mais j'ai en parallèle siégé pendant 7 ans au conseil d'administration de Médecins sans frontières. En 2007, j'ai été à nouveau appelée à l'international par le programme des Nations unies pour l'environnement en qualité de directrice générale de la division technologie, industrie et économie. Et j'avais en charge un portefeuille assez large qui comprenait énergie, climat, produits chimiques, déchets et tout ce qu'on appelle l'économie verte et économie circulaire. Et mon mandat a été évidemment passionnant. Il s'agissait de faire au fond 3 choses. Renforcer la stratégie scientifique de l'organisation, en particulier sur des sujets nouveaux qui requéraient un consensus scientifique avant d'aller plus loin, puis lancer des grandes négociations internationales sur la base de ce consensus scientifique, et enfin inciter les acteurs à l'action à travers des partenariats publics-privés, soit en amont, soit en aval de ces négociations. De cette expérience, je retiens le véritable intérêt d'un continuum allant de la science jusqu'au programme d'appui dans les pays et l'appui aux politiques publiques. Forte de cette expérience, j'ai été nommée en 2013 directrice des affaires européennes et internationales du ministère en charge de l'environnement, essentiellement afin de préparer la COP 21, présidée par la France. Et j'y étais notamment en charge avec une équipe interministérielle de la préparation et du suivi, et en particulier de l'engagement des entreprises et de la société civile, ainsi que de la négociation des réglementations européennes de l'époque. J'en retiens, je dois dire, l'importance essentielle d'avoir les différentes parties prenantes à bord dès l'origine d'une négociation pour aboutir à un accord et mettre en œuvre ensuite les éléments. En 2020, j'ai pris la responsabilité du pilotage et de la mise en œuvre du plan de relance post-Covid sur son volet environnement, en tant que secrétaire générale adjointe au plan de relance au sein du ministère de l'économie et des finances. Et enfin, sous la responsabilité directe de 2 ministres en charge de l'environnement et des affaires étrangères, je suis aujourd'hui ambassadrice pour l'environnement, ce qui veut dire que je pilote une équipe qui porte les positions françaises au niveau européen et international sur des sujets comme la biodiversité, l'eau, les plastiques ou encore les forêts. Cette équipe appartient à 5 ministères, l'environnement, l'agriculture, les finances, la recherche et les affaires étrangères, ainsi qu'aux différents opérateurs compétents. Et elle a notamment contribué à un accord ambitieux dont vous avez peut-être entendu parler en matière de biodiversité lors de la COP 15 en décembre dernier à Montréal. Enfin, pour terminer ce parcours au niveau international et national, je mentionnerai également une expérience qui pour moi a été très riche au sein de la CNIL en tant que commissaire donc de la Commission nationale informatique et liberté en 2019 et 2020. Et j'ajouterai diverses expériences au sein de conseils d'administration, de structures publiques, parapubliques ou philanthropiques. Donc, si je devais citer 2 traits qui me caractérisent et constituent le fil rouge de ma carrière, je citerai mon aspiration profonde à m'emparer de sujets techniques et scientifiques pour les traduire en politique publique ou politique d'intérêt général et susciter l'action, l'ensemble de ce continuum-là. Et le deuxième, ça serait la construction de positions partagées, la recherche de consensus dans le respect des positions, des valeurs et des prérogatives, évidemment, des interlocuteurs venant d'horizons très différents. C'est donc forte de cette expérience acquise dans des environnements et sur des sujets divers que je me présente devant vous aujourd'hui pour porter ma candidature à la présidence du conseil d'administration de Santé publique France. Comme vous le savez, le conseil d'administration est central parmi les instances de gouvernance de l'agence.
Il statue sur les grandes orientations stratégiques, le programme de travail, les moyens, mais aussi sur les règles de déontologie. Sa composition est très large, reflétant à la fois l'étendue du périmètre de l'agence et son ancrage sociétal. Il comprend en effet les représentants de 8 ministères, 4 parlementaires, des représentants d'élus locaux et la plupart des partenaires institutionnels et de la société civile. Le rôle de la présidente du conseil d'administration, tel que je le comprends, c'est de veiller en lien avec la directrice générale de l'agence et le ministère de la Santé à ce que cette instance conduise les dialogues les plus construits possibles pour avoir des délibérations éclairées donnant les moyens d'agir à l'agence, et ce, dans le cadre de stratégies qui sont partagées. Cela implique un dialogue constant avec la tutelle au sein de l'agence et en interministériel. La présidente du CA doit, à mon avis, être à la fois garante de ces discussions éclairées au sein du conseil d'administration, une partenaire de la directrice générale de l'agence et de la tutelle, dans le respect des prérogatives de chacun. J'ai pris connaissance du récent rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l'établissement, qui recommande en particulier un positionnement plus fort du conseil d'administration sur le pilotage stratégique de l'agence. Et avec l'ensemble des membres du conseil d'administration, je souhaite bien évidemment y prendre ma part dans le cadre de nos prérogatives. Il est, à mon avis, essentiel que le conseil d'administration partage et s'approprie les orientations stratégiques de l'agence. Et il va ainsi être amené à s'investir très rapidement sur la préparation du prochain contrat d'objectifs et de performance, puisque le précédent contrat d'objectifs 2018-2022 a été prorogé d'1 an afin de permettre à la nouvelle directrice générale, à son comité de direction et au nouveau conseil d'administration renouvelé en septembre 2022 de s'y atteler. Ce sera donc un de nos premiers chantiers. Je sais également le conseil d'administration attentif à l'adéquation des moyens aux missions, et en tant que membre de la Cour des comptes, j'y suis bien entendu moi aussi très sensible, afin que l'agence et ses personnels puissent avoir des moyens qui correspondent à ses ambitions. Enfin, comme c'est déjà le cas, je le sais, avec l'ensemble des membres du conseil d'administration, nous serons attentifs au personnel de l'agence et aux risques psychosociaux. Vous le savez, l'ensemble des agences s'est remarquablement mobilisé durant la crise. Je veux leur dire qu'en tant que présidente du conseil d'administration, leur parole sera entendue et partagée au sein de notre instance. Je souhaite également que le conseil d'administration soutienne les efforts de l'agence en matière de transparence. Transparence des données d'expertise, bien sûr, mais aussi au plan budgétaire. C'est une des recommandations de la Cour des comptes. Je m'attacherai à ce qu'elle soit appliquée, de sorte que l'information aux assemblées soit identique à celle qui existait avant le transfert du financement de Santé publique France à la CNAM. Enfin, j'espère que mon regard, légèrement extérieur à l'écosystème de santé, apportera une perspective nouvelle à Santé publique France, contribuera à identifier les enjeux de demain, qu'il s'agisse des liens entre santé et environnement, mais aussi des enjeux sanitaires dans les territoires d'outre-mer, de la santé mentale, de l'obésité et bien évidemment à l'impact des inégalités sur la santé. Lors de son audition précédente, Caroline Semaille, directrice générale, a évoqué son souhait d'un nouvel élan et a formulé 3 objectifs qu'elle se fixait. Une expertise indépendante, collégiale, au service des politiques publiques, une agence ouverte et transparente, et enfin une agence qui anticipe et qui innove. Si vous m'accordez votre confiance, j'aurai à cœur, en tant que présidente du conseil d'administration, de placer cette ambition-là au cœur de nos travaux, afin d'apporter, avec l'ensemble des membres du conseil d'administration, le soutien d'une instance attentive et constructive pour le bien de l'agence, de ses personnels et de l'ensemble des Français. Je vous remercie. Merci bien, madame. Donc, je vais passer la parole à notre référent de notre commission pour Santé publique France, monsieur Cyril Isaac-Sibille, pour 5 minutes. Merci. Je vous donne le micro. Madame Lemay, chers collègues,
D'abord, merci pour cette présentation. Votre parcours professionnel est particulièrement intéressant, et ceci à bien des égards. Nous aurions pu être surpris par l'absence d'expérience dans le domaine de la santé et de la prévention, ce qui pourrait être surprenant pour être nommé à la tête d'un conseil chargé de statuer sur les grandes orientations stratégiques d'une agence de santé publique, mais comme vous le venez de rappeler, mais qui n'apparaît pas forcément sur votre CV, vous avez rappelé les rôles qui ont été les vôtres et l'importance que peut avoir un regard extérieur dans la gestion de cette agence. On apprend, vous venez de rappeler effectivement votre rôle effectivement, au niveau de Médecins sans frontières, tant au niveau que de la logistique, au niveau de l'évaluation en temps réel, au niveau de la Banque mondiale, mais plus effectivement tourné, et la COP21, mais plus effectivement tourné vers l'environnement que vraiment la santé. Mais vous disposez donc d'expériences et d'atouts qui peuvent se révéler précieux pour la gouvernance et la gestion de cette agence. J'ai donc par rapport à ça plusieurs interrogations quant aux orientations stratégiques en santé publique que vous pourriez proposer en délibération au Conseil d'administration de Santé publique France. Ma première question est simple. Quelles sont et quelles seront vos orientations stratégiques pluriannuelles pour Santé publique France? Quelles sont de manière générale les priorités que vous souhaitez donner en matière de santé publique? Et par rapport à ça, quel sera effectivement le programme de l'agence? Quel programme vous proposez à l'agence? Il y a deux petites choses pour moi qui sont intéressantes par rapport à votre parcours. S'il s'agit des données de santé, on a bien vu lors de la crise sanitaire que nous avons traversée que ces données étaient importantes et riches en enseignements pour détecter les présignes, notamment d'une problématique de santé publique. Nous savons désormais que la centralisation et l'analyse des données de santé nous permettrait de mieux observer et améliorer nos systèmes de santé. Celles-ci ont permis d'assurer une surveillance épidémiologique lors de la crise sanitaire et de déployer une campagne de vaccination de grande envergure et des actions d'aller vers les publics les plus éloignés de la prévention ou du soin. En France, nous sommes particulièrement en retard sur ces questions. J'ai pu récemment constater qu'au Danemark, grâce à une collecte des données de très haute qualité et un partage de celles-ci, et j'insiste sur le partage, ils sont en capacité de dresser l'espérance de vie ou le taux d'obésité d'habitants par quartier, ce qui leur permet la mise en œuvre d'actions ciblées au plus proche du citoyen. L'Agence nationale de santé publique, de par ses missions de surveillance, dispose d'une multitude de données et d'indicateurs probants. Le partage de ces données est très limité en France, comme vous le savez, que ce soit entre administrations ou avec les professionnels de santé, et encore plus avec les acteurs privés. Cela s'explique davantage par la frilosité, enfin c'est comme ça que je le ressens, de la CNIL, que par le RGPD. L'Europe et tous, on a tous le même RGPD. Par contre, en France, on a un trésor national qui est la CNIL. Et vous en avez été responsable. Donc, j'aimerais effectivement avoir votre appréciation par rapport à ça. Est-ce que vous pourriez effectivement débloquer certaines choses qui nous permettent d'avoir une meilleure approche et une meilleure connaissance de la santé de la population grâce aux données de santé qui, malheureusement, ne sont pas forcément bien exploitées? D'autre part, je souhaiterais recueillir votre point de vue sur la question des financements de la politique de prévention et votre vision sur l'agence au regard de la formation que vous avez pu avoir et de votre parcours au sein de la Cour des comptes. Peu de recherches sont aujourd'hui réalisées en retour sur investissement, en évaluation des politiques publiques. En conséquence, la part de prévention dans la politique de santé est difficilement mesurable. Cette politique souffre d'un manque de vision et d'ambition puisqu'elle demande d'importants investissements financiers pour des résultats qui ne sont visibles qu'au moyen au long cours, au long terme. Le conseil d'administration étant chargé de statuer sur les moyens nécessaires aux missions de l'agence, je souhaiterais connaître votre vision par rapport au financement de la santé publique et de la prévention, et ceci de manière pluriannuelle. Comme je l'ai précédemment dit à Caroline Semaille lors de sa nomination à la tête de Santé publique France en février dernier, sachez qu'en tant que référent de la commission des affaires sociales, vous pourrez compter sur moi pour tisser des liens encore plus étroits entre votre agence et notre commission et l'Assemblée en général. Je vous remercie. Merci bien. Nous allons passer aux orateurs de groupe et je passe tout de suite la parole à Éric Alauzet pour Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Madame Lemay, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre commission des affaires sociales et très intéressés par votre présentation, bien sûr, et l'échange qui va suivre. Votre parcours dans les organisations internationales, dans la santé, dans l'environnement, entre autres, vous place en position très favorable pour occuper le poste de présidente du conseil d'administration de Santé publique France.
En effet, les missions de Santé publique France prennent d'autant plus d'importance que les questions environnementales et de santé sont plus prégnantes que jamais, avec une approche globale résumée dans le concept One Health, santé globale, où s'entremêlent ces différents enjeux et celui de la prévention, parfois et même de plus en plus souvent à l'échelle planétaire. D'ailleurs, Santé publique France a publié le 13 janvier dernier sa feuille de route 2023 qui intègre la prise en compte des changements globaux sur la santé publique. Dans cette feuille de route, l'agence entend, je cite, renforcer son action sur la connaissance et la compréhension des expositions environnementales et professionnelles et de leur impact sur la santé afin d'enrichir leur stratégie de prévention. Aussi, Madame Lemay, pourriez-vous nous indiquer comment vous allez mettre en œuvre cette démarche épidémiologique d'autant plus ambitieuse qu'elle est complexe? Par ailleurs, la crise sanitaire a été l'occasion pour le grand public de découvrir le rôle important de la santé publique, France. Toutefois, dans un contexte croissant de défiance vis-à-vis de la science et plus largement des autorités, quelles sont la stratégie et les moyens que Santé publique France entend mettre en œuvre pour lutter contre ce scepticisme? Troisième et dernière question, concernant la démocratie sanitaire et plus précisément la consultation des usagers et la prise en compte de leur savoir expérimentiel. Dans cette perspective, Santé publique France est membre du groupe de travail national Capitalisation qui a abouti en 2017 au projet Capitalisation des expériences en promotion de la santé. Aussi, pourriez-vous nous indiquer quel bilan et quelles perspectives nous pouvons tirer de cette démarche? Merci bien. Monsieur Thierry Frappé pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Madame Lemay, merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Dans la mesure où votre nomination au poste de présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique est envisagée, plusieurs questions se posent. Santé publique France est en effet une agence scientifique du champ sanitaire qui requiert bien sûr un haut niveau d'expertise. De prime abord, tout nous laisse à penser que vous êtes plus sensible à la question environnementale. Notre interrogation porte donc sur la pertinence de votre nomination en rapport à cela. Quelles sont les connaissances de l'épidémiologie que vous avez? Quelle est la maîtrise des risques sanitaires qui menacent les Français? Bien que votre présentation nous ait déjà instruits, pourriez-vous nous apporter des éléments de réponse afin d'éclairer les choix qui motivent votre nomination? Évidemment, mon propos ne remet pas du tout en question vos qualités, mais vous aurez compris que nous souhaitons que les Français aient les personnes les plus à même d'exceller dans leur poste. Il en va de la qualité du système de santé. Pour le reste, j'aurai 3 questions. Quel constat dressez-vous de Santé publique France aujourd'hui? Identifiez-vous des points de faiblesse ou des manquements pour mettre en place les objectifs de l'agence? Enfin, quel avis portez-vous sur l'abrogation de la loi relative à l'obligation vaccinale des soignants? Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Yannick Neuder pour les Républicains. Madame la Présidente, Madame Lemay, nous sommes heureux de vous auditionner aujourd'hui. Notre collègue Cyril Isaac-Sibyl a posé les bonnes questions concernant votre feuille de route et vous y répondrez. À la lecture de votre CV, effectivement, votre accointance au niveau environnemental était bien présent, mais on ne l'avait pas senti sur le côté santé. Donc, du coup, j'avais prévu d'illustrer cette audition plutôt par un peu un cas clinique santé sur un fléau qui balaye depuis plusieurs mois, notamment nos plus jeunes, c'est la consommation des puffs ou cigarettes électroniques jetables. Elles sont vendues à moins de 10 €. Elles contiennent ou pas de la nicotine, elles ont un marketing accrocheur. Et sur des études récentes sur les jeunes de 13 à 16 ans, un ado sur 10 a déjà utilisé la puff, 28% ont commencé leur initiation à la nicotine à travers ce produit et 17% d'entre eux se sont tournés vers la consommation de tabac. C'est donc une bombe à retardement sanitaire importante. Les collègues se rappelleront que nous avions évoqué déjà ce sujet lors des peu de débats que nous avions eus sur le PLFSS 2023. Donc nous sommes très heureux d'apprendre que le ministre de la Santé s'est dit favorable à l'interdiction de ces cigarettes électroniques, sans donner cependant plus d'informations à l'heure actuelle et s'exprimant au conditionnel. Donc je voudrais vous poser 3 questions. Quel regard portez-vous sur ce phénomène pour lequel Santé publique France a peu communiqué ?
Deuxième question, quelles recommandations pourriez-vous formuler afin d'encadrer plus fermement ce dispositif? Certains envisagent une interdiction, qu'en pensez-vous? Et enfin, troisième question, la moitié des consommateurs ont entendu parler de ce dispositif ou l'ont utilisé dans l'enceinte scolaire ou à la sortie des cours. Donc la dernière question est assez simple, n'y aurait-il pas intérêt à intervenir urgemment dans les établissements scolaires pour déployer une campagne de sensibilisation? Voilà, merci pour ces éléments de réponse. Merci. Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame Lemay, chers collègues. Madame Lemay, nous sommes là pour évaluer votre candidature, donc n'allez pas prendre mes questions comme des doutes, mais comme une nécessité pour valider la qualité de votre profil. Vous avez évoqué un regard extérieur à l'écosystème de santé. Moi, en lisant votre CV, j'y ai vu un profil très imprégné, voire peut-être trop imprégné de la grande fonction publique, qui peut, à mon sens, limiter la remise en cause ou le questionnement des fonctionnements en place. Qu'en pensez-vous? Deuxième question, vous avez déclaré votre appétence pour les sujets techniques et votre parcours vous crédibilise sur ces sujets-là et aussi sur les aspects financiers et budgétaires. Mais il me semble que la dimension sanitaire est importante si elle est vue aussi sur la dimension culturelle. On le voit, ce qui s'est passé avec le refus de la vaccination dans certains territoires, ou le refus plus grand sur certains territoires. Et donc, c'est de la même façon vis-à-vis de certains publics. Comment comptez-vous faire sur ce sujet-là pour faire reconnaître, enfin pour faire avancer la prise en compte des sujets portés par votre agence? Enfin, la question budgétaire, qui est votre point fort. J'ai parfois l'impression, à écouter certains collègues, qu'il faut toujours plus en matière sanitaire. Moi, je considère qu'il faut parfois plus, mais parfois il faut être plus efficace. Comment comptez-vous, y compris au sein de votre agence, essayer d'en renforcer l'efficacité? Est-ce qu'il y a plusieurs agences qui s'occupent de questions de santé? Est-ce qu'il y a des doublons? Comment vous analysez ce point-là? Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci Madame la Présidente. Madame Lemay, merci de votre présence et de votre présentation. Vous avez mentionné le rapport de la Cour des comptes, une maison que vous connaissez bien. Celui-ci, sur votre future mission spécifique de présidente du conseil d'administration, est assez critique puisqu'il pointe une faible impulsion du conseil d'administration sur le pilotage stratégique. Et donc la question, eu égard à ces observations, c'est qu'est-ce que vous préconisez au regard du processus d'élaboration de ces orientations stratégiques et jusqu'à quel point vous pensez pouvoir peser à travers le conseil d'administration sur les orientations de Santé publique France. La Cour des comptes, et ça prolonge ce qui vient d'être évoqué par mon collègue, a aussi pointé les risques de doublons avec celles des agences qui sont amenées, elles aussi, à avoir un rôle d'expertise. Je pense notamment aux missions qui sont confiées à l'ANSES, à l'INCa, à l'Agence de biomédecine et à la NSM, et par extension, même si ce n'est pas une agence, au Conseil de santé publique comme rôle de structure d'expertise fréquemment mobilisée par le ministère de la Santé. Et donc là, se pose la question récurrente que d'ailleurs la mise en place du comité d'animation du système d'agence, le CASA, n'a pas d'une certaine manière permis de dépasser. Et donc quelle est votre vision sur ces éléments de coordination? Et dans les 17 secondes qui me restent, sur des sujets un peu spécifiques, je voudrais avoir votre regard, là aussi, sur un point que la Cour des comptes a pointé, à savoir l'échec de la mise en place de la réserve sanitaire, un sujet qui n'a pas été abordé, et si vous avez aussi du temps de nous dire votre regard sur l'évolution du label Nutri-Score. Voilà. Merci bien. Monsieur François Gernigon pour le groupe Horizon et apparenté. Oui, merci Madame la Présidente. Madame Lemay, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer votre parcours qui vous conduit aujourd'hui devant notre commission pour votre candidature au poste de présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France. Santé publique France, en tant qu'agence nationale de santé publique,
joue un rôle essentiel dans le cadre d'actions de surveillance, de prévention et de promotion de la santé. La dimension environnementale de la santé sera certainement pour vous un axe majeur. Votre expérience préalable, notamment en tant qu'ambassadrice chargée de l'environnement, apporte une dimension essentielle à la santé publique, à savoir la prise en compte de la santé environnementale. L'interdépendance de l'environnement et de la santé humaine, à l'heure où la pollution atmosphérique, par exemple, constitue l'un des grands risques environnementaux pour la santé et demeure le 4e facteur de risque de mortalité dans le monde, n'est plus à démontrer. En France, 40 000 décès prématurés lui sont attribuables chaque année. Les Français sont de plus en plus sensibles aux enjeux de santé environnementale et c'est un des enjeux majeurs de la santé publique de demain. L'Agence a donc un rôle important à jouer sur cela dans la compréhension et l'anticipation des impacts de l'environnement sur notre santé. Beaucoup de questions vous ont déjà été posées. Pour ma part, j'aimerais vous interroger sur vos objectifs, votre feuille de route et les méthodes que vous envisagez de mettre en place à la position qui serait la vôtre. Comment comptez-vous, sans doute grâce à vos expériences passées, lier la protection de l'environnement et la promotion de la santé publique au sein de Santé publique France? Je vous remercie. Merci bien. Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente. J'aimerais vous interroger, Madame Lemay, sur 4 points en particulier. D'abord, la question du Lubrizol. Au lendemain de l'incendie industriel de l'usine Lubrizol, survenu le 26 septembre 2019 à Rouen, l'Agence Santé publique France a mis en place un dispositif de surveillance de l'état de santé de la population et des travailleurs exposés, santé post-incendie 76. Tout ça, c'était dans le but d'évaluer les conséquences sanitaires de cet incendie. Et le 4 mai dernier, l'agence a annoncé le lancement d'un suivi épidémiologique concernant la santé des travailleurs. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire plus sur ces dispositifs et si des événements de santé spécifiques venaient effectivement à être constatés dans cette population, quelles mesures ou dispositifs pouvaient être recommandés ou mis en place afin de dédommager ou de prendre en charge au mieux les personnes affectées. Le deuxième point, c'est sur la question de l'impact des pesticides sur la santé humaine. Ça a été souligné, effectivement, un parcours qui suppose une certaine sensibilité, notamment à la question de la santé environnementale, et c'est quelque chose qu'en tout cas au groupe écologiste on salue vu l'enjeu majeur que cela va présenter dans les années à venir. L'Agence européenne de l'environnement a publié le 26 avril dernier une note sur l'impact des pesticides en Europe sur la santé et les écosystèmes. Elle dénonce notamment la dépendance croissante du système agricole européen aux pesticides pour maintenir les rendements des cultures. On sait que l'Allemagne et la France, au niveau européen, c'est entre 2011 et 2020 qu'il y a eu les plus fortes augmentations de vente de pesticides. Donc, quel est votre positionnement face à ces alertes de l'agence et quel dispositif de surveillance, de suivi de l'état de santé et de prise en charge des populations sur le long terme l'agence compte-t-elle mettre en place? Ensuite, sur la question de la pénurie des médicaments, on observe en France des pénuries régulières de certains médicaments qui peuvent aussi s'expliquer par un contexte géopolitique et économique. La question, c'est quelle solution voyez-vous pour sortir de cette situation de pénurie régulière et comment assurer sur le long terme la disponibilité des médicaments. Et enfin, je terminerai suite à la semaine dernière, on avait Madame Claire Compagnon sur la question de l'autisme qui était présente devant notre commission, notamment sur la stratégie nationale autisme. Et elle nous a annoncé qu'une stratégie nationale de l'autisme, la cohorte Marianne, serait financée à hauteur de 6 millions d'euros. Donc ce serait un projet de recherche qui ne s'appuie a priori sur aucun consensus scientifique. Et donc nous aimerions savoir quel est votre positionnement face à ce projet de recherche. Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Pierre Dharréville pour la gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame Lemay. Je voudrais commencer par le rapport de la Cour des comptes de 2022, de décembre 2022, qui a souligné donc un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de faiblesses aussi de Santé publique France. La première étant celle des systèmes d'information en santé, les grandes bases de données qui permettent le suivi de l'état sanitaire des populations. Et le rapport note que Santé publique France a entrepris de longues réorganisations internes et un rapprochement de systèmes informatiques issus des 4 agences qui avaient donné lieu à sa création, mais signale que les systèmes d'information présentent en 2022 des situations d'obsolescence. Faute de moyens et ou de compétences dédiées, Santé publique France a dû recourir à une externalisation croissante de prestations informatiques. C'est une forme de dépendance qui interpelle d'une part sur la sécurité des données, d'autre part sur la réactivité de l'agence. Donc je voudrais connaître votre sentiment sur ce sujet.
La dimension budgétaire est sans aucun doute un facteur d'explication d'un certain nombre de problèmes ou d'insuffisances. Et la Cour des comptes souligne ainsi que si le budget de l'agence a été consolidé ces dernières années, que son financement demeure en deçà des enjeux. Et pour avoir rencontré un certain nombre de personnels de l'agence, j'ai constaté aussi un certain nombre de souffrances liées à des abandons de missions ou à des personnels qui concentrent un nombre important de missions parce qu'il y a des enjeux nouveaux qui apparaissent et qu'il faut y faire face. Donc il ne faudrait pas que les enjeux budgétaires dictent les enjeux stratégiques qui de toute façon sont là. La Cour des comptes a insisté aussi sur la nécessité de prioriser les projets et d'étayer plus finement ces priorités au regard de la létalité, de la sévérité des maladies. Que pouvez-vous nous en dire? Et ensuite, je crois qu'il y a besoin de faire face aux crises potentielles, mais aussi d'aborder les questions de prévention, d'éducation, de promotion de la santé qui invitent à réviser nos modes de vie. Donc l'agence joue un rôle important, doit jouer un rôle important dans la décision politique et puis dans la vie de nos concitoyennes et concitoyens. Quels sont les principaux défis que vous envisagez pour l'agence à relever? Merci bien. Monsieur Paul-André Colombani pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Madame Lemay, tout le monde, bien évidemment, en mémoire le rôle central de Santé publique France lors de la crise sanitaire que l'on vient de vivre. Mais fort de votre expérience d'ambassadrice pour l'environnement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, vous êtes sûrement sensibilisé aux questions de santé environnementale. Pour les non-initiés, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux de notre environnement. Malheureusement, les exemples ne manquent pas. J'aurais pu parler du chlordécone, mais je vais faire un mot également, un cas clinique concernant ce que vivent certains habitants de ma circonscription, notamment du quartier du Vaz et Ajaccio, où une centrale au fioul, la dernière d'Europe, alimente Ajaccio en électricité. Des substances particulièrement nocives donc se déversent chaque jour à proximité d'écoles, du quartier et des autres lieux de vie. Et je suis donc saisi régulièrement par le président de la Ligue contre le cancer de Corse du Sud sur les effets désastreux de ces émissions. J'avais fait adopter un petit rapport en décembre dernier visant notamment à éclairer les choix de combustible des futures centrales énergétiques et évaluer donc sur les bases de données scientifiques et techniques l'impact environnemental de celles-ci. Donc moi, ma question va être relativement simple, considérant que Santé publique France assure une mission d'expertise et de conseil en matière de santé. À ce titre, donc, envisagez-vous de faire la santé environnementale une des missions prioritaires de votre mandat? Merci bien, monsieur le député. Donc on a une petite question, je vais la passer tout de suite et je donne la parole à Philippe Vigier. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Madame Lemay, moi une première question, donc ça a été un peu évoqué par Pierre Dharréville par rapport au rapport de la Cour des comptes. Est-ce que vous estimez que demain, si vous êtes la présidente du conseil d'administration de cette agence, vous aurez les moyens pour conduire cette politique que vous souhaitez mettre en place? Et quels sont les moyens organisationnels que vous allez changer pour que cette efficience soit au rendez-vous? La seconde chose, c'est par rapport aux relations entre la Direction générale de la santé, la Haute Autorité de santé, Santé publique France, le cabinet du ministre. On a vu pendant le Covid comment ça se passait. Donc, quelle fluidification vous nous proposez pour que l'efficience également soit au rendez-vous? Le dernier mot, c'est sur la réserve sanitaire. On a eu l'occasion, il y a peu de temps ici même, Madame la Présidente, de constater combien elle avait été mobilisée et combien les moyens n'étaient pas à la hauteur, tant s'en faut. Si elle n'avait pas été là, où en serions-nous? Donc, quelle est votre vision de future présidente? Merci bien, mes chers collègues, pour toutes ces questions. Et je vais, dès à présent, passer la parole à Madame Lemay pour des éléments de réponse à toutes ces questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à tous pour vos questions. Je vais tenter d'y répondre en essayant de regrouper certaines si possible. Premièrement, avant de me lancer dans un certain nombre de réponses, je voudrais rappeler qu'en tant que présidente du conseil d'administration, je ne suis pas une présidente exécutive. Et donc, il y a évidemment, enfin, je ne serai pas, pardon. Et donc, c'est évidemment la directrice générale qui va avoir sa propre feuille de route et la tutelle aura évidemment aussi la sienne. Et je pense que ce seront les mêmes.
Donc le rôle de la présidente d'un conseil d'administration, c'est le cas de tous les établissements publics, c'est au fond d'être à même de créer du lien et de créer du consensus en amenant tout de même un certain nombre d'idées nouvelles suffisamment tôt pour que, éventuellement, elles puissent être prises en compte par la tutelle, par la direction exécutive. Mais ça ne va pas être, et tant s'en faut, d'imposer une vision qui serait différente de celle de la tutelle. Ça n'empêche pas d'avoir un certain nombre de points qui tiennent à cœur en tant que personne et compte tenu de mon expérience. Donc c'est tout à fait évident, et je vous l'ai dit tout à l'heure, que les sujets de santé environnementale, de lien entre santé et environnement, qui de toute façon sont des points importants pour l'avenir, feront partie des choses que je regarderai, que je regarderai en tout cas, et j'inciterai le conseil d'administration à regarder tous ensemble et à discuter avec à la fois la directrice générale et la tutelle pour voir ce qui convient de mettre en place et qui n'est pas aujourd'hui mis en place. Je pense en particulier à une ou deux choses qui me semblent aujourd'hui constituer un manque. Il y a pas mal de choses qui sont effectuées dans le domaine des produits chimiques et effectivement, et certains d'entre vous l'ont rappelé, il y a aujourd'hui des enquêtes épidémiologiques sur tout un tas de choses. Et en particulier sur les produits chimiques, il y a une grosse enquête qui est en train d'être lancée. Il va y avoir une enquête dont les résultats seront mis à disposition d'ici un mois, je crois, sur les questions d'impact des produits chimiques sur les riverains des vignobles en particulier, etc. Donc il y a des tas de choses qui sont faites un petit peu au fil de l'eau. Il me semble qu'il y a un point qui est qu'il serait assez utile de faire, non pas à Santé publique France tout seul, mais certainement avec d'autres agences, qui serait de regarder de façon assez exhaustive et sérieuse l'impact du futur réchauffement climatique sur la santé. On sait à peu près aujourd'hui identifier un certain nombre de causes, mais il va y avoir, à mon avis, des impacts en termes de stress hydrique qui auront évidemment des impacts sur la qualité de l'eau. On a des impacts en matière de zoonose qui vont augmenter. Et je ne pense pas qu'il existe aujourd'hui, à ce stade, en France, quelque chose qui dit, ben voilà, une France à 4 degrés, comme l'a dit le ministre de l'Environnement récemment. Voilà ce que ça va vouloir dire en termes de potentielles maladies différentes qui peuvent arriver. Mais encore une fois, ça fait partie des choses qu'on voit avant d'arriver, et puis il est possible que ça ne soit pas forcément la priorité après discussion, avec les uns et les autres. Donc, en termes de sujets qui me paraissent particulièrement importants, vous savez, il y a à peu près tous ceux qui ont été soulevés par le rapport de la Cour des comptes, et je crois qu'ils sont nombreux et qui pointent un certain nombre de dysfonctionnements. La première chose qui me paraît importante, c'est de s'assurer que les personnels de Santé publique France retrouvent une forme de sécurité, on va dire, et de mouvement positif. Je crois qu'ils ont été, j'ai bien compris qu'ils étaient particulièrement affectés par l'ensemble de la crise Covid, et ça sera très important dans ma discussion avec la directrice générale de voir ce qui peut être fait à court terme et à moyen terme pour que cette partie-là je dirais, se remettre en marche, parce qu'on ne fait rien sans les gens. Donc ça commence par ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a tout un tas de points qui sont aussi des points un peu nécessaires pour avancer. Et vous avez soulevé le sujet des systèmes d'information. L'obsolescence de systèmes d'information est tout de même quelque chose d'un peu urgent, si je puis dire, parce qu'on sait très bien, et vous avez peut-être vu que j'ai commencé ma vie dans le secteur privé et l'informatique, et donc je sais que tout projet informatique prend en général le double à mettre en place en termes de temps que ce qu'on a imaginé. Donc il est urgent de se doter d'un système, d'une feuille de route en matière de système d'information, me semble-t-il, qui mette Santé publique France à un bon niveau et qui lui permettra évidemment ensuite de travailler de façon plus efficace, tout simplement. La troisième chose, ce sont les sujets de prévention qui me paraissent particulièrement intéressants. Je trouve que Santé publique France a un certain nombre
de succès à son actif en la matière. Vous avez parlé, l'un d'entre vous a parlé du Nutri-Score. Alors on sait qu'aujourd'hui l'enjeu est au niveau européen pour essayer de faire adopter ce Nutri-Score par d'autres pays, mais c'est quelque chose qui a marché, et le sujet de l'alimentation de façon générale et de l'obésité est quelque chose qui en France est un tout petit peu moins, heureusement, prégnant que dans d'autres pays, mais ça me paraît tout de même faire partie des sujets importants. Donc, de façon générale, la prévention sur les grandes campagnes en matière de tabac, santé mentale et alimentation me paraissent être des choses qu'il faut, à mon avis, poursuivre. Voilà. Je ne vais pas rentrer peut-être davantage dans les détails sur ce sujet plus particulier. Sur One Health, je sais que Santé publique France fait partie d'une initiative internationale qui s'appelle PRESOD, qui consiste précisément à regarder quel est l'impact sur la santé des futures zoonoses et comment on peut au mieux s'y préparer. Sur attendez, pardon, je regarde. Sur un certain nombre de sur la dimension culturelle des aspects sanitaires, il me semble que ça fait partie des choses, et j'ai dit tout à l'heure dans mes priorités que je regarderai en particulier le sujet de la santé dans les territoires d'outre-mer. Il n'y a pas que cette dimension-là en matière culturelle, il y a évidemment les différentes catégories socio-professionnelles auxquelles on s'adresse. Je pense que Santé publique France a pris ce tournant. Elle est aujourd'hui à la fois capable de regarder les sujets, je dirais sujet par sujet, et de regarder comment est-ce qu'on décline à la fois en termes de recherche épidémiologique et aussi en termes de messages. Est-ce qu'on décline ça selon les différentes populations ? Je pense qu'au moment du Covid, et grâce au relais des CIR dans les ARS, c'est quelque chose qu'elle a mis en œuvre, mais il me semble qu'elle est encore plus, qu'elle est particulièrement sensibilisée au fait d'accentuer ce point-là dans les années à venir. Et en tout cas, en tant que présidente du conseil d'administration, j'y serai particulièrement attentive, c'est tout à fait clair. Je pense que mon parcours, qui est très international et qui a comme réflexe de tout de suite regarder quelles sont au fond les différentes positions et quelles sont les cultures qui sous-tendent ces positions, m'y prépare particulièrement. Sur la question budgétaire, alors, une question budgétaire, c'est une question compliquée, parce que Santé publique France, avec 700 personnes comparées à ses équivalents anglo-saxons, fait figure de petit pousset, si je puis dire, et a effectivement aussi un budget qui est petit. Si on part de là, on peut effectivement commencer à regarder l'ensemble des sujets. Et si on regarde l'ensemble des sujets, il est tout à fait évident qu'il faudrait à la fois certainement des effectifs plus grands, un budget plus grand, etc. À partir du moment où on est dans un écosystème qui est celui qu'il est aujourd'hui, il y a effectivement se pose la question de l'efficacité, mais ça, il y a aussi des limites à ce qu'on peut faire en matière d'efficacité. Et pour moi, il y a une question un point qui me paraît essentiel et qui est d'ailleurs porté par la directrice générale actuelle, qui est le partenariat. C'est-à-dire que l'essentiel, lorsque l'on va vouloir traiter d'un certain nombre de sujets, c'est de s'assurer que dans l'écosystème des grandes agences et des centres de recherche en matière de santé, Santé publique France se concentre sur les points sur lesquels il a une valeur ajoutée et n'essaye pas de traiter l'ensemble des points. La deuxième chose, qui est beaucoup plus compliquée encore, déjà que celle-ci ne l'est pas forcément si simple, c'est d'être capable, au fond, d'interroger en particulier certainement les tutelles, sur les points qui seraient moins prioritaires. C'est toujours très compliqué, lorsque l'on rajoute des priorités, d'en enlever certaines. Je pense que c'est un exercice dans lequel en tout cas, je m'attacherai vraiment, et ce sera une de mes priorités d'ailleurs, à soutenir la directrice générale dans sa capacité à essayer de vraiment mettre des priorités et de ne pas céder à la tentation d'en rajouter sans en enlever par ailleurs. Mais je reconnais que c'est certainement une des choses les plus compliquées à faire.
Sur le pilotage stratégique et la façon de peser, je crois que vous l'avoir dit, ce sera à l'occasion du prochain COP, dont l'étude va démarrer incessamment sous peu, que je pense le conseil d'administration peut peser. Alors il pèsera en étant associé, et encore une fois, à sa mesure, c'est-à-dire que ce n'est pas le conseil d'administration qui va prendre l'ensemble des décisions des prochaines orientations stratégiques. Mais ce qui me paraîtra important, c'est d'abord évidemment de bien comprendre quelles sont les remontées, on va dire, de la direction exécutive de Santé publique France. Enfin, en tout cas, la façon dont j'entends le mener à bien, c'est effectivement d'abord d'écouter ce que l'établissement public fera remonter, de faire le plus vite possible donner leurs opinions à tous ceux qui font partie du tour de table, y compris ceux qui ne sont pas les ministères de tutelle et même les ministères. Et donc je pense en particulier à la société civile, aux membres des assemblées, aux membres en gros de l'écosystème, pour essayer de recueillir très en amont des avis et essayer de voir si on peut avoir une forme de convergence sur des choses qui sont peut-être pas complètement prioritaires ou remontent pas comme prioritaires et qui paraîtraient néanmoins importantes. Donc c'est à mon avis de façon très en amont par une discussion assez approfondie entre les membres du conseil d'administration, en écoutant le comité scientifique, en écoutant les différents comités dont s'est entouré Santé publique France, que l'on peut, j'espère, arriver à avoir un avis du conseil d'administration qui, j'espère, pourra peser dans l'ensemble de la stratégie à venir. L'évolution de Nutri-Score, je crois vous l'avoir dit. La réserve sanitaire, je comprends qu'il y a une mission qui a été faite par l'IGAS qui a remis son rapport. Donc attendons de voir quelles seront les décisions des ministres par rapport à cela. C'est tout à fait évident, en tout cas, qu'il y a qu'il faut revoir l'usage et la doctrine d'usage de la réserve sanitaire. Et donc la question de savoir est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui doit être fait au sein d'une direction générale, au sein du ministère, ou est-ce que ça doit rester au sein de Santé publique France. Je n'ai pas d'opinion particulière sur ce point, si ce n'est de dire que c'est un métier un peu spécifique que de gérer une réserve sanitaire, et qu'en tout cas ce métier-là doit être isolé quelque part. Que vous dire en termes de... Ah, la CNIL, pardon, excusez-moi, je sautais allègrement par-dessus. La CNIL. Alors, pour avoir participé à de nombreux, effectivement, débats sur les sujets de santé et de bases de données en matière de santé à la CNIL, j'avoue que c'est un sujet horriblement complexe parce qu'on a de plein fouet une sorte de contradiction entre le besoin des chercheurs d'avoir accès à des données, je dirais presque illimitées, et évidemment le souci voilà, comment dire, de respect de la vie privée et de l'autonomie. Donc moi je me fais fort en tout cas, et c'est une promesse que je fais ici et que je ferai à la directrice générale, de m'engager effectivement par rapport à la CNIL et d'essayer de éventuellement peser à certains moments lorsque l'on peut imaginer qu'il y a un petit risque que la CNIL, par un certain nombre de ses recommandations, aille dans un sens qui n'est pas celui que souhaitait Santé publique France. Donc voilà, ce sera tout simplement une forme d'engagement et par la compréhension que j'ai de la façon dont la CNIL raisonne, j'espère pouvoir aider. Mais la CNIL est une organisation, est un organisme indépendant, une autorité indépendante, et tant mieux d'ailleurs, c'est vraiment important. Elle fait d'ailleurs un travail absolument remarquable. C'est vrai qu'au niveau européen, on a un seul RGPD, mais on sait aussi que la CNIL française pèse d'un poids très important sur tout ce qui est la jurisprudence européenne et sur l'évolution des réglementations. Donc voilà, j'ai bien conscience du fait qu'en particulier en matière de santé, c'est un vrai sujet stratégique et je suis prête en tout cas à m'y atteler. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses très importantes. Pardon.
Alors ça, honnêtement, je sors un joker, et donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que je vais regarder ça de près, et je le mets effectivement dans une case, mais je ne sais, je vous dirai des bêtises, donc je préfère m'abstenir et garder ça pour soit une délibération du conseil d'administration, soit en tout cas pour en discuter avec sa directrice générale. Merci. Très bien. Écoutez, je pense que vous avez fait le tour donc des questions. Je vous remercie en tous les cas pour la qualité de vos réponses. Avec le joker, on l'a bien entendu, mais vous avez raison. Voilà. Mes chers collègues, donc notre prochaine réunion aura lieu demain à 11h. Nous entendrons Monsieur Jean-François Delfraissy, dont est envisagé bien sûr le renouvellement en fonction de président du Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Voilà, je vous remercie encore une fois, Madame Lemay, et puis je vous souhaite une belle soirée. Elle n'est pas encore terminée puisque nous allons nous retrouver dans l'hémicycle. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame la Présidente. Merci à tous.